Nous sommes ravis de vous accueillir toujours plus nombreuses et nombreux sur ces rendez-vous en ligne. Merci infiniment. Ce matin, nous le consacrons à la présentation d'outils et de méthodes qui vont vous aider, on l'espère, à réaliser une analyse éclairée de votre territoire. Katia Legoasio, vous êtes chef des études et de la diffusion de l'INSEE pour l'Occitanie. Oui, bonjour. Effectivement, je suis directrice adjointe de l'INSEE, en charge des études et de la diffusion, voilà, depuis à peu près le premier trimestre de cette année. Voilà, je ne ferai pas, l'essentiel de la présentation, ce sera plutôt Pierre Julien, mais je suis là un petit peu pour les données de cadrage et puis répondre à vos questions. Voilà, et je remercie la Poste en tout cas de nous donner, régulièrement, voilà, le temps de parole et puis, permettre de partager un petit peu les analyses. Pierre-Julien Andrier, vous êtes chargé d'études démographie et politique sociale et vous allez nous montrer comment accéder facilement à de l'information statistique via le portail statistique local accessible depuis le site web de l'INSEE. Vous allez également nous montrer comment la cartographier en quelques clics avec l'outil de cartographie de données infracommunales. Précisons dès à présent que ces outils sont gratuits. Élodie Frances, vous êtes responsable de la mission d'appui au pilotage de la CAF de la Haute-Garonne. Si vous voulez bien nous faire un petit coucou du fond de votre écran. Bonjour, merci de nous avoir invités pour cette présentation où je suis accompagnée de Margot qui travaille avec moi sur cet outil. Et voilà, pareil, je vais intervenir au début pour replacer un petit peu la genèse et c'est Margot qui fera la présentation globale du site. Les caisses d'allocation familiale sont dépositaires de nombreuses données démographiques et sociales dont elles ont besoin pour définir le montant des prestations qu'elles versent aux allocataires, notamment. Et donc, les CAF d'Occitanie, vous me le disiez, ont décidé de mettre à disposition gratuitement un système d'information géographique qui est ouvert à tous. Il regroupe 33 indicateurs qui sont répartis en 6 grandes familles et disponibles sur différents découpages géographiques. Vous allez nous faire découvrir avec Margot Malvagiro, donc, qui est chargée d'études statistiques, tout le potentiel de cet outil. Et enfin, Adrien Luzinski. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis chargé d'études et de recherche à l'Association régionale des missions locales d'Occitanie et je suis également sociologue affilié aux laboratoires que sont le Centre Pierre Naville et le Centre d'études de l'emploi et du travail. Et vous allez donc souligner l'intérêt des enquêtes qualitatives pour éclairer l'action publique et enrichir l'analyse territoriale locale. Vous allez nous donner quelques clés méthodologiques également pour mettre en œuvre ce type d'enquête en interne. Merci Hélène. Oui, en guise d'introduction rapide pour l'INSEE, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, c'est l'objectif de cette séance aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à donc déjà de se focaliser sur les outils, sur les données, et d'arriver à vous donner le maximum d'autonomie pour aller rechercher les indicateurs pour l'observation sociale qui peuvent vous intéresser. Dès qu'on s'intéresse aux données, on parle aussi souvent de territoire, de territorialisation. Donc la présentation d'aujourd'hui, elle va vraiment se focaliser sur des outils qui vous permettent de faire des choses facilement et sur des territoires, parfois sur une grille infracommunale, avec forcément un petit peu moins d'indicateurs, mais avec des visualisations et des jeux de données qui peuvent être très intéressants. Alors un petit point complémentaire également, ce sera un survol, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi disponibles sur l'INSEE sous une autre forme en matière d'indicateurs sociaux. Donc on pourra en reparler dans les questions si il y a des questions là-dessus. Voilà. Par contre, ce qui me semble important, et pour faire la transition avec les autres interventions du webinaire d'aujourd'hui, c'est que ce ne sont que des chiffres, entre guillemets. Alors c'est important qu'ils soient robustes et autres, ce dont l'INSEE s'assure, mais on peut faire un petit peu dire ce qu'on veut à un chiffre. L'important, c'est de savoir comment l'analyser, savoir le faire parler et raconter une histoire derrière tout ça. Et donc, d'où la nécessité de pouvoir le plus souvent se comparer à d'autres territoires. Donc Pierre Julien en parlera un peu, avec différents zonages qui sont possibles et des comparaisons. Et surtout sur l'analyse, de travailler en complémentarité en fait, avec d'autres acteurs pour passer de données à des analyses, le plus souvent entre partenaires. Donc c'est la manière dont on travaille aussi au sein de la plateforme, mais aussi en général au sein de l'INSEE.
Donc voilà, donc j'en profite pour faire, en termes d'analyse aussi, un rappel sur le dernier tableau de bord de la précarité, qui est paru au niveau de l'INSEE, qui est paru au mois de juin, hein, et on a des études, là, après, plus thématiques, qui se servent de ces données-là, qui, sortent régulièrement. Donc la prochaine, ce sera sur la précarité des étudiants, par exemple, début 2026. Et tout ça, c'est complémentaire, à ces données-là. Donc voilà, donc je vais laisser, Pierre-Julien prendre la suite pour, vous faire une démonstration sur les 2 outils là dont on a parlé, donc le site statistique local et le site, statistique infracommunal. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc du site de diffusion de données sociaux, éco, euh, donc statistique locale, hein, qui permet à l'INSEE de proposer en tout cas aux utilisateurs de cartographier donc des indicateurs, de télécharger des bases de données en quelques clics, puisque le métier de statisticien, ça nécessite parfois d'utiliser des outils pointus qui sont un peu compliqués à manipuler. Donc, ce site vient donc combler un besoin important chez les utilisateurs. Donc, ici, je suis sur l'écran d'accueil de statistiques locales. Je vous expliquerai comment y accéder tout à l'heure à la fin de ma présentation. Donc, statistiques locales. Donc, elle se décompose en quatre écrans de travail. Donc, j'aimerais d'abord vous présenter, donc t'en parlait Katia, donc les portraits de territoire qui permettent de mettre en regard différents territoires et donc de proposer des indicateurs, des tableaux statistiques en fait, en complément de l'offre en cartographie, donc des tableaux sur différents thèmes. Donc ici, sur la gauche, le panneau de pilotage, il graine un peu les différents thèmes disponibles, notamment démographie, conditions de vie. Donc, vous y trouverez notamment des données sur l'évolution et la structure de la population, sur les couples, les ménages, les familles. Donc, par défaut, le site propose de se concentrer sur Nantes métropole, mais vous avez la possibilité de choisir en fait, donc ici en bas à gauche, votre zone géographique d'intérêt. Donc, par exemple, je vais entrer la Haute-Garonne. Hop, en premier département. Voilà. Pour le territoire choisi, les données se mettent à jour sur la zone d'intérêt et on a ensuite la possibilité de choisir donc une zone de comparaison. Donc, par exemple, la région Occitanie. Et donc, automatiquement, les données des tableaux et des graphiques se mettent à jour de manière dynamique. Donc, en rose, la zone d'étude et en bleu, la zone de comparaison. Au passage de la souris, donc les valeurs s'affichent dynamiquement. Et vous avez la possibilité donc d'exporter chaque tableau, chaque graphique dans différents formats pour réaliser vos documents de travail. Donc, vous pouvez aussi changer les graphiques en tableau de données avec des séries temporelles disponibles donc sur chaque thème. Donc ici, j'avais présenté les portraits démographiques, conditions de vie. On a aussi des informations sur l'économie et l'emploi, avec des données sur les caractéristiques de l'emploi. Et à chaque fois, donc, la possibilité de passer d'un millésime de données à un autre, comme ceci sous les tableaux. Alors évidemment, les sources de données sont rappelées à chaque moment. Et un encart pour en savoir plus
en bas des portraits vous donne accès à la documentation et à la méthodologie liée aux données présentées. Donc ça, c'est une première possibilité de statistique locale, donc réaliser des portraits de territoire rapidement avec une zone de comparaison. Et donc, en complément de ces portraits de territoire, on va avoir la possibilité de cartographier des données, donc dans l'espace de travail indicateur. Donc, je reviens à l'écran d'accueil. Voilà, l'espace de travail indicateur, donc, qui permet de cartographier des centaines d'indicateurs statistiques sur des thèmes variés, comme la démographie. Donc ici, je vais accéder, par exemple, à l'évolution annuelle moyenne de la population et la population municipale. Donc, on a la possibilité de cartographier donc, plusieurs indicateurs simultanément. Une fois mes indicateurs sélectionnés, ils vont s'ajouter ici dans la liste d'indicateurs avec le petit i qui permet d'accéder à la documentation. On a la possibilité de choisir autant d'indicateurs que choisi. Donc, par exemple, si je m'intéresse à la pauvreté, à la précarité, pouvoir sélectionner les indicateurs liés. Ils vont s'ajouter systématiquement à la liste d'indicateurs. Ensuite, on va pouvoir choisir le niveau géographique sur lequel cartographier donc mes statistiques. Par exemple, si je souhaite cartographier à un niveau régional, voilà, donc ça c'est un exemple de carte réalisable. On peut choisir d'afficher les indicateurs ou non avec la petite icône d'œil en regard de l'intitulé de l'indicateur choisi. Donc, par exemple, je vais choisir ici le taux de pauvreté. On peut passer également d'un niveau géographique à un autre. Alors ici, par exemple, je passe de la région au département. Et donc, ça me réalise la carte automatiquement. Il y a la possibilité de personnaliser la carte, donc en choisissant des jeux de couleurs différents, en passant par les paramètres à droite. Un nouveau panneau s'ouvre sur la gauche. Donc, je peux choisir le jeu de couleurs qui m'intéresse, mais aussi déterminer les différents seuils qui vont permettre de garder de couleurs. Choisir le nombre de classes. Pierre-Julien, je me permets d'intervenir, Oui, juste parce que Sébastien Carrier nous dit: «Vous allez un peu trop vite pour moi». Donc si vous voulez prendre quelques minutes de plus, si vous pouvez, je ne sais pas, hein, comment vous pouvez faire, mais s'il y a moyen de détailler un petit peu plus, voilà, n'hésitez pas. voilà. Donc, en fait, je présentais dans un premier temps le choix des indicateurs qui se déroule ici, donc sur le panneau de pilotage présentant les différents thèmes. Les indicateurs choisis vont s'ajouter à ma liste d'indicateurs dans le panneau jaune ci-après. Dans un troisième temps, on pouvait choisir donc le découpage géographique sur lequel représenter les indicateurs de mon choix. J'ai ensuite présenté comment passer d'un zonage à un autre. Par exemple, de la région au département. J'ai ensuite montré les possibilités de paramétrage de la carte ici sur la droite. Je suis désolé, le temps était limité, je suis effectivement allé un petit peu vite. En cliquant sur les paramètres, s'ouvre un nouveau panneau sur la gauche qui permet donc de calibrer les seuils de représentation, le nombre de classes représentées sur la carte, ainsi que les jeux de couleurs.
Enfin, il y a la possibilité donc d'exporter son travail en cliquant sur le bouton Action. Donc entre autres options, je présente pas tout ici, hein, mais il y a la possibilité d'exporter, donc la carte réalisée pour l'intégrer à un document de travail, par exemple, à une présentation. Donc j'ai cliqué sur exporter et donc, il y a la possibilité ici, voilà, dans le panneau qui s'ouvre d'exporter la carte au format PNG ou même de générer un PDF avec du commentaire. OK. Alors ici, j'ai sélectionné un certain nombre d'indicateurs, donc j'en ai cartographié, 1, 2 parfois et il y a la possibilité de tabuler, les indicateurs, choisis. Donc ici, en haut, on voit donc la possibilité de choisir une représentation cartographique et de tabuler les données choisies. Donc comme vous le voyez, quand je clique sur tableau, la sélection départementale est conservée et tous les indicateurs sélectionnés initialement donc sont tabulés. Donc je retrouve mon taux de pauvreté par département, la population municipale et une tranche d'âge, pour mon taux de pauvreté ici. Donc on peut éventuellement, faire du tri sur, les colonnes et on peut donc exporter toujours avec le bouton d'action ici en haut à droite les données donc choisies. Donc soit je prends tous mes départements, tout le jeu de données, soit la sélection courante, donc les 13 départements de la région Occitanie. Exporter, les données dans différents formats. Donc ici, les formats XLSX, ODS ou CSV. Donc, Statistique locale propose aussi, la possibilité d'importer des données externes. Alors je vais passer, j'évoque, cette possibilité-là, mais je vais pas faire de démonstration parce que le temps est somme toute assez limité. Heu, mais il est possible d'importer des données externes depuis, vos sources, de données, mais également d'autres sites, donc présentés, avec le logiciel GeoClip. Donc, par exemple, l'Agreste a également, son site de diffusion de données. On a aussi France Découverte, qui propose, des données parfois issues de l'INSEE, parfois issues de services statistiques ministériels. On a aussi, l'ADEP donc, qui propose, son site de cartographie, avec le même logiciel. Donc voilà, on peut parfaitement, importer ces données, depuis d'autres sites et d'autres sources. Voilà, donc ça, c'était pour, Statistique locale et enfin, sur l'écran d'accueil de Statistique locale, donc on a la possibilité d'accéder à une cartographie interactive des données infracommunales qui est un produit de diffusion, assez, récent à l'INSEE et qui répond, en fait à un besoin des utilisateurs de diffusion de données à un niveau très fin, donc à un niveau infracommunal, voire même, au carreau. Donc un accès aux données carroyées, parfois sur des carreaux de 200 mètres de côté. Donc les sources proposées sont à la fois des sources géolocalisées comme la base permanente des équipements, le recensement de la population ou des sources fiscales comme, le dispositif Philosophie. Donc voilà, ça se présente, comme ceci. Donc tout comme statistique locale, on peut rechercher, une zone, qui nous intéresse. Donc ici, je vais prendre l'exemple, donc voilà, ça se focus sur Toulouse. Je vais ensuite pouvoir choisir indicateur d'intérêt, donc
parmi les indicateurs listés. Donc là, le niveau de disponibilité des indicateurs est précisé en face de la source mobilisée. Par exemple, le niveau de vie des individus. Et donc les données se mettent à jour assez rapidement. On a la possibilité de régler donc l'opacité des données pour pouvoir se repérer sur la carte. Et simultanément aux aplats de couleurs représentant les indicateurs, on peut aussi représenter donc des réalisés. Avec toujours voilà, la possibilité de partager le travail réalisé via les boutons d'action en haut à droite. Et bien sûr, les outils de compréhension des méthodes dans l'onglet documentation. Voilà, donc un outil très intéressant, donc qui répond à un besoin que ne pouvait pas satisfaire Statistique Locale, puisqu'il y a bien des données carroyées sur Statistique Locale, mais c'est un peu moins performant, un peu moins rapide que ce site de cartographie infracommunale que l'INSEE propose depuis quelques temps maintenant. Pour accéder à ces deux sites, Statistique Locale et à la cartographie infracommunale des données, donc, vous connaissez sans doute le site INSEE.fr que vous utilisez même peut-être régulièrement. Donc sur l'écran d'accueil, donc on a plusieurs encarts à droite là. Et donc il y a un item accéder aux cartes et données locales. Donc sur lesquels sont proposés un certain nombre de produits de diffusion de l'INSEE, dont le dossier complet, les comparateurs de territoire, et un petit peu plus bas, ici, le site Statistique Locale et d'outils de cartographie interactive des données infracommunales. Et bien sûr, on peut y accéder aussi tout simplement tapant Statistique Locale dans votre moteur de recherche préféré. Et ça tombe dans les premiers résultats. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des fonctionnalités des sites de diffusion de données et de cartographie de ces dernières. Merci Pierre-Julien. Alors, je vais reprendre à l'oral juste pour qu'elle puisse figurer au replay les questions que vous avez formulées et auxquelles Katia Legoisiou a déjà répondu. Et comme ça nous permet, si vous en avez encore, de gagner un tout petit peu de temps et que vous puissiez les formuler là tranquillement. Oui, quand vous signaliez que ça allait un petit peu trop vite, en effet, c'est pas aisé de faire une démonstration détaillée en si peu de temps. Bon, on va le dire, hein, c'était aussi pour vous donner envie d'y aller, voilà, pour vous donner un premier niveau d'information, puisque comme le signalait Katia, le site est effectivement très riche et les fonctionnalités présentées ici représentent environ 30% de la capacité du site. Il existe une rubrique d'aide très bien faite que vous pouvez consulter à tête reposée. Pardon. Est-il possible d'exporter dans Framacarte Vous nous avez demandé. Katia répondait en passant par un export du jeu de données. Oui. Sarah Verrier demandait quel type de données faut-il un formalisme particulier pour importer? Nos données peuvent-elles être cartographiées après importation? Et donc, vous répondiez oui, pour chaque import, il y a un assistant. Vous pouvez télécharger un fichier à blanc qui vous indique le format à respecter. Une question complémentaire de Janine Rubio. On ne peut importer des données uniquement venant du même logiciel. Katia, vous répondez, le plus pratique est en format texte CSV. Voilà. Et est-ce qu'il existe une possibilité d'exporter les données carroyées demande Firas Jaidi. Vous répondez, les jeux de données sont téléchargeables dans leur intégralité. Le plus pratique pour les gros formats étant de passer par les catalogues de données Mélodie sur le site insee.fr et vous communiquez le lien qu'on communiquera également
comme ressource à la fin de ce webinaire dans le mail que vous recevrez de la part d'Élodie Martal. Voilà, le site de cartographie infracommunale, vous ajoutiez Katia, vous fournit le lien direct pour télécharger les jeux de données, mais attention au volume. Je descends encore un peu. Peut-on interroger, je crois qu'on arrive sur les nouvelles questions. Bertie Daniel demande, peut-on interroger les données stats infracommunales à plusieurs périodes de temps différentes et les données en milieu rural, hors grand pôle, sont-elles disponibles ou non représentées? Entre parenthèses, pour une question de seuil de POP secret statistique. Je vous laisse répondre du coup en direct. Alors, oui, je peux peut-être répondre à cette question-là. Alors, les données infracommunales en général, les données infracommunales de l'INSEE, il y a plusieurs sources différentes. La principale étant celle du recensement. Donc là, par exemple, sur le site infracommunal de cartographie qu'on vous a présenté, on a des données au plus fin sur des carreaux de 200 mètres de côté. Donc c'est vrai que c'est assez fin, mais il faut du temps pour produire ça. Donc les dernières données disponibles là-dessus sont sur le recensement millésimé 2021. Le site contient aussi, là, depuis quelques jours, ça fait même pas 3-4 jours, des données du recensement 2022, mais qui ne sont pour le moment qu'à l'iris, donc avec une maille un peu plus grosse. Le temps qu'elle soit carroyée à des niveaux si fins, il faudra encore un petit peu de temps. Et donc, c'est des grosses sources de données, ce qui fait que le site est enrichi, en fait, au fur et à mesure de la disponibilité des données. Ce site, il est assez récent, il a moins d'un an et demi d'existence, donc on n'est pas encore sur des séries de données dans le temps facilement empilables, en tout cas sur ce site-là. C'est pas facile de réconcilier les différentes dimensions entre la donnée très très fine et puis l'évolution dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est pour le recensement qui est la principale source. Et en matière d'indicateurs, en tout cas d'observation sociale, on a des sources qui sont issues des données fiscales. Donc tout ce qui est taux de pauvreté, etc. Et donc là, malheureusement, la disparition de la taxe d'habitation n'a pas beaucoup aidé la statistique. Voilà. Et donc, pour le moment, les sources sont issues d'un fichier qu'on appelle Philosophie de 2021. Et la mise à jour, elle n'est pas encore prévue dans un temps court. C'est pas forcément l'INSEE qui fait tout là-dedans, mais ce sont des sources fiscales. Voilà. Pour les millésimes de données. J'ai pas répondu à la question du secret. Je vois dans la même question, je vois concernant des données qui sont très très fines, le site produit automatiquement des algorithmes qui ne vous présentent que des données qui respectent le secret. On a des algorithmes quand c'est à un niveau trop fin, soit la zone n'est pas diffusée, vous avez un carreau qui va être gris. Par exemple, ça arrive, où il n'y a pas suffisamment de logements, par exemple, il n'y a que des activités productives, des entreprises et autres. Et donc, vous pouvez avoir des zones qui ne sont pas représentées, c'est clair à la carte, on n'a pas zoomé là dans la présentation, mais ça se voit bien. Ou vous pouvez avoir parfois des systèmes d'imputation qui font que ça va être la donnée directement imputée qui va être représentée. Voilà. Merci pour cette précision. Joachim Dandievel demande, j'ai l'impression que le site Pictostat, ou remarque Occitanie, le site Pictostat Occitanie reproduit la cartographie de statistiques locales de l'INSEE avec un visuel et des fonctionnalités proches. Est-ce juste? Et donc, Pierre-Julien Andrieux lui répond, oui, Pictostat est alimenté par l'Adréal. Il s'agit aussi du logiciel Géoclip. C'est alimenté par l'Adréal, voilà. Oui. D'accord. J'en profite également, juste parce que Pierre-Julien l'a pas cité, mais c'est un site qui est beaucoup utilisé sur la même plateforme Géoclip. C'est le site de l'Observatoire de l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc le site de la NCT, qui est un observatoire sur la même plateforme. Donc techniquement, une fois que vous maîtrisez ce type de plateforme, que ce soit INSEE, ANCT, Pictostat, etc., c'est facile de faire la même chose. La différence en fait entre les plateformes, elle relève des données et surtout des zonages. Par exemple, les zonages de l'INSEE, on est plus sur des zonages soit administratifs, soit des zonages d'études, alors que sur le site de la NCT, on va avoir des zonages d'action publique, par exemple, et des indicateurs qui sont peut-être moins spécifiques, mais plus larges en termes de thématiques. Voilà. Donc, Delphine Domergue qui nous dit, je me permets d'ajouter l'Observatoire des situations de fragilité de la sécurité sociale, donc Delphine Domergue pour la personne. Je vous remercie. Et je vais donc inviter maintenant Élodie Française et Margot Malva-Giraud
de la CAF de la Haute-Garonne à bien vouloir me rejoindre. Et voilà, le temps qu'elles se mettent en place, simplement pour vous rappeler qu'elles vont donc nous faire une présentation du système d'information géographique des caisses d'allocation familiale d'Occitanie. Donc, le système d'information, géographique, des CAF d'Occitanie est né d'une volonté de partage, de la donnée, par la CAF de la Haute-Garonne, il y a maintenant, 15 ans, et d'un partenariat avec, l'université Jean Jaurès et le maître de conférence, Laurent Gégou qui nous accompagne depuis ces 15 dernières années, également, et le master 2, sciences géomatiques en environnement et aménagement, Sigma. Donc ce projet a commencé, réellement en 2011 avec, une étude du marché et des différents logiciels mis à disposition, du grand public, pour partager, de la donnée, massivement. On a fait le choix de développer une solution, interne et donc nous avons travaillé avec, l'université. Le site a été déployé pour la première fois en avril 2013 et il a évolué, au cours des années, donc soit par des stages, soit par des projets avec, l'université. En 2017, les départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées ont été ajoutés. En 2019, on a ajouté un nouveau découpage à l'infracommunal pour tout ce qui est, préfecture. Et après quelques années, sans modification, on a repris, donc son évolution en 2023 avec, la sécurisation du site, le respect du RGPD, pour finalement l'étendre à l'ensemble des départements de l'Occitanie, en 2024. Donc aujourd'hui, on couvre, tous les départements de l'Occitanie. On propose, différents, découpages. Donc, pour les départements, on propose un découpage communal ou à l'EPCI. Et pour les préfectures, on, propose un découpage au quartier INSEE. 2 préfectures sont manquantes, pour, à cause du secret statistique, donc c'est Mende et Foix. Au niveau des années, même si le site a débuté il y a 15 ans, suite, aux différentes évolutions, de notre système d'information en interne, on a fait le choix de réduire les années proposées. Donc aujourd'hui, on propose, uniquement, des données qui datent de 2021, 2022, 2023 et 2024. Excepté pour les données au quartier où on est encore en 2023. Elles seront mises à jour, normalement d'ici la fin de l'année, voire début 2026. Donc là, je laisse la parole à Margot qui va vous parler des indicateurs et vous présenter le site. Alors, pour les indicateurs disponibles sur le SIG, donc on en compte 34 répartis en 6 familles d'indicateurs. Donc il y a une famille d'indicateurs sur les allocataires où on regroupe par exemple le nombre d'allocataires ou le nombre de personnes couvertes. Une famille sur la situation familiale, donc des indicateurs déclinés selon le foyer. Donc par exemple pour les personnes isolées ou les couples avec ou sans enfants. Une partie sur le logement, donc les indicateurs selon le type de parc locatif. Pour les compléments de revenus, donc la prime d'activité, le RSA ou encore l'allocation adulte handicapé. Une partie sur la précarité, où on peut retrouver des indicateurs, liés à la dépendance, aux prestations sociales et donc la plus grande famille concernant les enfants, donc là on a des indicateurs selon, l'âge de l'enfant ou encore liés, aux prestations de l'enfance, donc sur le CMG ou l'allocation, d'éducation de l'enfant handicapé. Donc on retrouve, 3 types de cartes, selon, le type de données. Donc pour celle-ci, c'est l'analyse par symbole, donc qui représente les nombres. Donc cette carte, c'est la carte de l'Occitanie. On peut voir le nombre d'allocataires par EPCI en 2023. Donc le nombre est représenté par les cercles qui sont proportionnels à la taille, à la valeur des données. Donc ici, plus un cercle est grand et plus le nombre d'allocataires sur le territoire est grand et inversement, plus le cercle est petit et plus l'indicateur est faible. Donc ça permet de visualiser rapidement, où les prestations sociales sont les plus sollicitées sur un territoire. Pour, cette deuxième carte, donc on a l'analyse en couleur, c'est pour représenter les indicateurs de taux.
Donc les indicateurs sont représentés selon un dégradé de couleurs avec en légende les classes associées. Donc la création et le calcul des classes est créé directement par l'outil. Donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. L'outil permet aussi de gérer le nombre de classes souhaitées et les dégradés de couleurs, de gérer les couleurs du dégradé. Et donc ça permet ensuite de voir, de visualiser rapidement où les prestations seront les plus demandées ou non sur un même territoire. Et enfin, donc l'analyse double, elle combine l'analyse par symbole et par couleur. Donc ici, on peut voir qu'on a des symboles, donc des cercles de plus ou moins grosse taille, représentés de couleurs différentes. Donc pour expliciter un peu cette carte, on peut voir le cercle de Toulouse, qui est en plus gros que le cercle de Perpignan. Et en fait, il est de couleur jaune clair, donc même si le nombre de monoparents est supérieur à celui de Perpignan, la part des monoparents dans le nombre total d'allocataires est inférieure pour Perpignan. Je vais maintenant vous présenter l'interface du SIG. Voilà. Donc ici, l'interface du SIG se décline en 3 volets. Vous avez un volet de sélection pour sélectionner l'indicateur et différents filtres. Au milieu, on retrouve la carte et ici, de ce côté, on retrouve les mentions RGPD et des documents, donc les portraits sociaux des départements de l'Occitanie. Donc le premier volet permet de sélectionner ici une famille d'indicateurs. Par exemple, je vais sélectionner les allocataires, le nombre de personnes couvertes. Dans l'encart en dessous s'affiche la légende de l'indicateur. On peut ensuite sélectionner la zone géographique. Donc je vais vous le montrer sur l'Occitanie. Donc à l'Occitanie, seul le niveau géographique de l'EPCI est disponible. Je sélectionne ensuite l'année et je valide sur ce bouton. Donc ici, on voit bien les cercles de différentes tailles. Les cercles sont cliquables, donc on peut afficher le nom du territoire ainsi que la valeur de l'indicateur juste en dessous. Dans ce volet ici, on retrouve la légende, donc il est possible d'augmenter la taille des symboles et de la diminuer. Dans la légende, on retrouve la définition de l'indicateur ainsi que donc, les préfectures et les sous-préfectures qui sont représentées par des points noirs. Lorsque des valeurs sont largement supérieures aux autres, des cercles ont été évidés pour permettre une meilleure lisibilité de la carte. Donc c'est le cas ici pour 4 PCI. Pour sélectionner un autre indicateur, donc on réouvre le volet ici à l'aide de la flèche. Alors je vais vous montrer un indicateur de part. Ici, je vais sélectionner la Haute-Garonne. Et donc, comme l'a dit Elodie tout à l'heure, on peut également sélectionner les communes pour les départements. Et sélectionner l'année 2024. Donc là, j'ai un dégradé de couleurs. Ici, dans la légende, donc comme pour les symboles, on peut régler, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de classes que l'on souhaite. Par exemple, 6 classes. Et sélectionner un dégradé différent. Donc ça permet de visualiser sur un même territoire très rapidement les communes où les allocataires du RSA sont présents en plus ou moins faible proportion. Donc ici, par exemple, on a un taux de 3% pour cette commune, comparé ici à la commune de Montbrun-Bocage où on a un taux de 52%, ce qui correspond donc à la classe la plus élevée. Il est possible de zoomer grâce à la molette et ici on peut voir qu'on a des zones grises. Donc c'est les zones où on n'a pas suffisamment d'allocataires en fait pour faire l'indicateur. Donc là c'est représenté par un NS à la place de l'indicateur lié à la secrétisation des données. Et pour le troisième type de carte, je vais vous présenter l'indicateur de la part des monoparents. Donc ici la définition de l'indicateur s'actualise bien dans l'encart. Et je vais vous montrer donc sur un niveau géographique des préfectures, sélectionner Toulouse. Et ici, c'est le niveau du quartier qui est disponible. Donc,
Je prends la dernière année disponible, c'est 2023 pour les quartiers. Dans la partie réglages, je retrouve les réglages liés aux symboles et aussi les réglages liés aux classes. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les menus sur le côté pour les ouvrir et les fermer. Comme ça, on peut accéder au bouton appliquer. Donc je vais augmenter la taille des symboles pour les rendre plus lisibles. Donc ici, cette double analyse, donc les cercles sont de tailles différentes et de couleurs différentes. Donc par exemple, pour l'expliciter un peu, pour cette commune, j'ai 671 monoparents et par exemple pour celle du dessus, 288, donc un nombre inférieur. Toutefois, sur ce territoire, ça représente une proportion d'entre 12 et 29%, alors que pour ce territoire, on est sur une proportion entre 6 et 9% des allocataires au total. Il y a également un menu qui permet de gérer l'opacité des symboles. Voilà, j'ai fait le tour de ce menu et le tour du type de carte à vous présenter. Pour les manipulations, il y a également un guide d'utilisation. Ouais. Hop, le voici. Donc ici, on retrouve toutes les explications et les manipulations du SIG que je viens de vous présenter et également la liste des indicateurs. Donc il en manque un, c'est la part des allocataires à bas revenus qui a été ajoutée lors de la mise à jour des données 2024 lundi dernier. Donc il sera rajouté dans les prochains jours pour avoir la liste exhaustive des indicateurs. Et voilà pour la présentation du site du SIG. Merci Margot. Or, Bertie Daniel vous demande, les périmètres des EPCI sont basés sur quelle année actuellement? Exemple, base périmètre 2024 ou 2025? Cela change des données en cas d'évolution de périmètre. Merci. Alors, on est sur la dernière géographie commune et donc tout est recalculé à chaque mise à jour. Donc là, on est au 1er janvier 2025. Très bien, merci. Sébastien Carrier vous dit, pour l'indicateur logement, les logements dans les ESSMS, exemple foyer d'hébergement, sont-ils distingués? Non, on ne rentre pas dans ce type de détails, on reste sur parc locatif privé, public, établissement et le dernier, je ne l'ai pas en tête. Regardez. Non, c'est juste ces 3. Donc on n'a pas le détail. Merci. Firas Shahidi vous demande, à l'image de l'outil de l'INSEE, est-il possible d'exporter les données dans un format tabulaire CSV? Non, pas du tout. C'est pas un site qui a vocation à être de l'open data. La partie open data est gérée pour les CAF au niveau national. Et donc, il faut se reporter au site open data de la CNAF. D'accord. Et le pendant que demande Sarah Verrier, comme pour l'outil de l'INSEE, peut-on importer des données externes à croiser dans les cartographies avec les données de SIG? Non, il n'y a pas de module d'importation. D'accord. Sébastien Carrier nous dit, ah, pardon, je viens de perdre la question. J'ai trouvé la réponse. Nombre d'allocataires, entre guillemets, nombre d'allocataires qui perçoivent une aide au logement en établissement, entre parenthèses, foyer, résidence universitaire, crous, maison de retraite, centre de long séjour. Pardon, donc du coup, il avait répondu de lui-même. De ce fait, j'ai une autre question. Où peut-on trouver les détails pour chaque établissement? Donc, ça n'est pas possible. C'est bien ça, hein, vous me confirmez? Non, je ne pense pas que même sur le site de la CNAF, ça soit disponible. Sur ce type de données, on est vite arrêté par le secret statistique, en fait. Pour descendre jusqu'à l'établissement. OK. Marie-Joëlle Berdo, les quartiers sont les quartiers INSEE? Point d'interrogation. Oui, on a un travail avec l'INSEE qui, chaque année, nous géolocalise nos allocataires et nous donne le numéro d'iris de l'allocataire. Et on a regroupé les iris en quartier pour pouvoir faire ce fond de carte. D'accord. Tous les indicateurs sont-ils présents dans INSEE statistiques locales? Non.
Ils se recoupent pas, hein, forcément. Valérie Nicoul vous demande, elle vous dit que c'est un super outil, voilà, elle témoigne et elle demande, à la maille EPCI inclut-il les données des communes hors région pour les EPCI qui sont sur notre région et une région frontalière? Oui, sur ça, on déborde, de toute façon, on voit que le PCI, elle, sort du département, lorsqu'elle est à cheval sur 2 départements, donc il y a bien toutes les communes à l'intérieur. D'accord, très bien. Merci, pour toutes ces questions et merci mesdames pour vos réponses. On va, donc, Au revoir. poursuivre avec Adrien Luzinski. Pour vous, effectivement, vous présenter, comment enfin, faire un peu un «plaidoyer» entre guillemets de la conduite d'enquête, qui serait portée par des acteurs de l'action publique ou de l'action sociale directement, afin d'étudier ou d'évaluer son travail. Donc je me représente en 2 mots, hein. Donc je suis chargé d'études, et de recherche à l'association régionale des missions locales. Les missions locales, ce sont, des associations qui font partie du service public de l'emploi et qui ont pour mission d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, vers, l'emploi de manière dite globale, donc en s'intéressant également aux questions sociales. Et donc moi je travaille avec eux, mais je travaille pas de manière opérationnelle, je suis là pour conduire des études, pour «leur compte» entre guillemets, mais aussi pour le mien ou plutôt pour le compte de la recherche puisque je suis également sociologue, donc affilié à 2 laboratoires de sciences sociales et donc je «conserve» entre guillemets ma liberté académique dans ce travail. Bien, donc pour commencer, cette présentation, je vais peut-être, interroger, de manière un peu, enfin peut-être, un peu frontalement, finalement l'utilité de manière générale, des études, des projets qui sont mis en œuvre, des évaluations qui sont conduites, des indicateurs de suivi également, qui servent à décrypter, à savoir si ça sert ou pas, telle ou telle action, quels sont ses effets, et cetera. Donc je vais commencer un petit peu cette présentation de manière paradoxale, en suggérant que ça sert peut-être finalement à pas grand-chose. Pour ça, je vais m'appuyer sur, à la fois, des travaux en sociologie de l'évaluation des politiques publiques, qui ont regardé, ce qui s'était passé sur 2 dispositifs, à savoir le fonds d'expérimentation jeunesse qui a été mis en œuvre à partir de 2008 et puis, la garantie jeunes qui a ensuite été remplacée par le contrat d'engagement jeune, donc qui est un dispositif mis en œuvre par les missions locales, hein, et qui permet, à, des jeunes ni en emploi ni en formation de bénéficier d'une indemnité en même temps qu'ils sont accompagnés à travers un parcours d'accompagnement vers l'emploi ou la formation. Et donc, c'est des gros dispositifs, notamment la garantie jeune, hein, un dispositif central du quinquennat de François Hollande, qui a été initié à ce moment-là, qui a donc fait l'objet d'une évaluation, hein, et tout comme le FEJ, et donc sur laquelle enfin, voilà, on a souhaité à un moment donné, l'acteur décisionnaire a souhaité évaluer ces dispositifs pour savoir s'ils étaient efficaces afin de pouvoir les généraliser ou non. Et donc, si on regarde comment se sont passées ces 2 grandes évaluations qui ont été commanditées hein, par la DARES notamment, et bien finalement, il y a eu un conseil scientifique qui a été mis en place, qui a été chargé de passer des appels à projets de recherche auxquels ont répondu des acteurs qui sont devenus des experts de ces dispositifs, souvent combinant à la fois des chercheurs en sciences sociales, économistes, sociologues, politistes, etc. Et puis des personnes qui travaillent dans des cabinets de conseil, par exemple. Et donc se sont mis en place ces évaluations de cette manière-là, à la fois quantitative, c'est-à-dire à l'aide d'enquêtes par questionnaire, par exemple, et à la fois qualitative, c'est-à-dire par entretien, observation, etc., etc. Et ce que nous apprennent, pardon, c'est l'évaluation de ces 2 dispositifs, c'est qu'en fait, finalement, en règle générale, et je vais passer, hein, je résume un peu les 2 en même temps pour gagner du temps sur cette introduction.
en règle générale, en fait, le temps de l'évaluation et le temps de la mise en œuvre et de la généralisation et le temps politique ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que dans les deux cas, il y a eu généralisation des dispositifs largement avant que les évaluations ne soient rendues. Ce qui indique a priori que le temps du politique est prioritaire par rapport au temps de l'évaluation et que donc on n'a pas tenu compte de ces évaluations avant de savoir si on généralisait ou pas. De manière générale, en fait, les différents acteurs qui vont mettre en œuvre un projet qui va être qualifié par exemple d'expérimental, on va expérimenter sur plusieurs départements, plusieurs territoires un dispositif avant de vouloir le généraliser à l'échelle nationale, ont différents intérêts, différents intérêts effectivement. Et donc, ils vont chacun en fait prioriser leur intérêt par rapport au projet d'évaluation globale. Par exemple, les évaluateurs vont plutôt être dans une démarche qui s'intéresse finalement peu aux conditions de la généralisation et de la mise en œuvre ensuite opérationnelle derrière. Les chercheurs étant plutôt sur une optique de publication, par exemple. Les décideurs vont plutôt vont coller à un agenda politique. Et donc, si on a une crise, par exemple celle du Covid-19, et qu'en même temps, il y a une évaluation de la garantie jeune, numéro 2 de la garantie jeune qui est conduite, on va mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune largement avant d'avoir les résultats de l'évaluation de la garantie jeune, quitte à jeter bébé avec l'eau du bain en jetant des dispositions de la garantie jeune qui potentiellement fonctionnaient, ce qui est une histoire vraie et qui a été le cas sur la mise en œuvre du contrat engagement jeune. Bref, donc des temps qui ne collent pas, des intérêts divergents. Donc finalement, à la fin, on ne tient pas compte des évaluations qui ont été mises en œuvre. Une deuxième manière qui est assez répandue, entre guillemets, de suivre, d'évaluer, d'étudier les dispositifs d'action publique, c'est les indicateurs de résultats, les indicateurs d'entrée dans tel ou tel dispositif pour tel ou tel acteur public, et puis les indicateurs de résultats qui vont parfois être associés à des financements. Ce qu'on va de manière générale indiquer, désigner par une forme de pilotage par la performance. Donc, on va mesurer l'efficacité d'un dispositif en regardant 5 indicateurs. Par exemple, si je reprends l'exemple du service public de l'emploi que je connais bien, on va regarder le taux de sortie en emploi ou en formation de tel ou tel dispositif. Alors ça, est-ce que ça fonctionne bien pour également comprendre l'action qu'on met en œuvre, si tel ou tel dispositif est efficace ou pas, s'il répond à ses objectifs? Eh bien, en fait, pas tellement non plus. Pas tellement non plus. Et puis en plus, le problème, c'est que ça génère tout un tas d'externalités négatives qui je me base, sur la sociologie de l'évaluation, des politiques publiques, et de l'action publique en général, pour partager, les propos que je vous partage. Et cette externalité négative des indicateurs de résultats, de cette mesure quantitative de performance, consiste dans le fait que ça rajoute en fait tout d'abord beaucoup de travail pour celles et ceux qui doivent contrôler, qui doivent suivre les indicateurs, renseigner dans des systèmes d'information tout un tas de données. Ça génère aussi parfois, ça dégrade parfois la qualité. Si je reste centré sur mon exemple du service public de l'emploi, on va avoir tout un tas de biais qui se mettent en place dans une relation d'accompagnement, puisque dès lors qu'il s'agit d'avoir tel taux d'entrée dans tel dispositif, d'avoir tel taux de sortie en emploi, de tel dispositif vers la sortie du dispositif, et d'accompagner le plus grand nombre possible de jeunes, eh bien, on va avoir par exemple tendance à mettre de côté les dossiers les plus compliqués. Et donc à éloigner en fait finalement de ce pourquoi l'accompagnement vers l'emploi est mis en œuvre, c'est-à-dire les plus éloignés de l'emploi, parce qu'il dégraderait les chiffres qui nous permettent d'avoir de bons résultats auprès de nos financeurs ou de manière beaucoup plus localisée, si je suis conseiller en insertion, auprès de mon manager. Si je veux avoir des bons chiffres, il va parfois falloir que je contourne un petit peu le cœur de mon métier pour y parvenir.
Donc, tout un tas d'externalités négatives aussi avec ces indicateurs-là qui, en plus, parfois, pour l'analyse, entre guillemets, ne sont pas forcément très exploités. Je reprends encore mon exemple qui est un peu mon fil rouge du service public de l'emploi, avec un ministère du travail qui n'a pas forcément toutes les ressources humaines et de temps pour passer au crible cette montagne, cette mine d'or de données et ne peut pas forcément en rendre des analyses très, très intéressantes, sachant en plus que pour les puristes, entre guillemets, eh bien, tout ce qui provient des systèmes d'information, ce sont des données de seconde main et donc elles comportent tout un tas de biais, par exemple des différences de saisie entre tel et tel territoire, etc., etc. Elles ne sont pas forcément très utiles. Donc tout ça pour dire que finalement, étudier, évaluer des dispositifs, eh bien, c'est parfois un peu compliqué si on prend ce regard-là un peu sociologique, d'en comprendre l'utilité. Donc, une fois que j'ai déconstruit un petit peu quelle peut être l'utilité de ces évaluations et de ces études, je vais maintenant vous dire pourquoi c'est quand même intéressant, à mon sens, de conduire des enquêtes et notamment qualitatives pour des acteurs de l'action sociale ou de l'action publique. D'abord préciser avant de poursuivre que même si j'ai ici montré les limites des évaluations conduites par exemple sur le fonds expérimentation jeunesse ou sur la garantie jeune, eh bien les travaux qui ont été conduits ont quand même eu plein d'autres utilités. Peut-être que l'utilité qu'ont eu ces travaux n'est pas prioritairement sur ce à quoi on s'attendait, à savoir valider ou non une politique publique, mais a permis quand même de fournir tout un tas d'informations qui ont sans doute, enfin même de manière certaine, ensuite essaimé dans la conception d'autres dispositifs, dans la manière dont on se représente l'action publique de manière générale, etc., mais de manière peut-être plus diffuse et moins entre guillemets concrète que simplement savoir si tel ou tel dispositif a servi ou non. Mais ensuite, effectivement, pourquoi conduire des enquêtes quand on est un acteur de l'action publique ou de l'action sociale et comment on peut le faire, ce qui pose tout un tas d'autres questions. Avant de continuer, peut-être simplement rappeler effectivement qu'en général, quand on enquête en sciences sociales, on va avoir recourir à 2 types de formats d'enquête que sont l'enquête quantitative et l'enquête qualitative. Donc l'enquête quantitative va par exemple consister à aller collecter un grand nombre de données pour pouvoir en faire émerger des statistiques descriptives ou analytiques. Et l'enquête qualitative, elle, va consister à collecter une autre forme de matériaux de recherche, de matériaux d'études, par l'entretien, donc sur un échantillon beaucoup plus restreint, entre guillemets, par l'entretien et par des observations sur le terrain. Mais donc, quand on veut comprendre, je vais passer sur cette slide en 2 mots pour pas trop noyer le poisson. Quand on veut comprendre de manière générale comment va fonctionner un dispositif sur le territoire mis en œuvre par un acteur du territoire, eh bien, si on veut avoir une compréhension assez générale du fonctionnement et de la manière la plus exhaustive possible, il faut se décentrer du dispositif qui est mis en œuvre à l'instant T. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre en compte toute la chaîne qui a amené à ce dispositif à être mis en œuvre et à être proposé à un public. Donc, il faut comprendre qui sont les acteurs qui le mettent en œuvre, qui vont avoir leurs propres intérêts stratégiques, comprendre qu'ils agissent avec des représentations qui leur sont propres, dans le cadre d'institutions, c'est-à-dire avec des règles juridiques, des règles procédurières, et que tout cet ensemble va interagir et va in fine aboutir à des résultats. Donc forcément, entre le moment où un dispositif va par exemple être décidé à un niveau ministériel et puis qu'il va y avoir des décrets d'application, entre ce moment-là et le moment où ce dispositif va être reçu par un public d'usagers sur le terrain, il va y avoir un cheminement avec énormément de modifications, de remodelage du fait de ce jeu de la mise en œuvre. Donc, si je souhaite prendre en compte cet ensemble-là, ça va être compliqué pour moi de m'en tenir soit à des indicateurs déjà existants, il y a des systèmes d'information, soit même à m'en tenir
à une enquête quantitative qui ne va pas me permettre de collecter l'ensemble de ces informations. Je ne vais pas pouvoir comprendre le jeu d'acteurs qui fait que finalement, à la fin, le contrat engagement jeune a plutôt pris ce chemin-là plutôt qu'un autre. Et donc, je vais être limité dans ma capacité d'analyse. Alors que finalement, c'est un petit peu ce que va me permettre l'enquête qualitative. Bon, de toute façon, les 2 sont à mon sens, très intéressantes, à être conduites, hein, de manière générale, et les 2 comportent un certain nombre de biais. Dans les 2 cas, entre guillemets, on peut dire que, pour reprendre la citation d'Howard Baker, que j'ai ici mise, partagée à l'écran, dans les 2 cas, tout notre travail consiste en conjecture. Donc de toute façon, on essaye de s'approcher d'une certaine réalité sociale, que ce soit par l'enquête, quantitative ou par l'enquête qualitative. Et dans les 2 cas, il va y avoir des biais, de conception de l'enquête. C'est-à-dire que si je fais une enquête par questionnaire, je vais forcément orienter les réponses à partir du moment où je pose telle et telle question plutôt que telle autre. S'il est tout à fait possible, hein, pour prendre un exemple très concret, que, je pose une question sur la qualité de vie, à Toulouse, par exemple, et que j'omets de mentionner une question à propos du canal du Midi. Alors que peut-être que pour 30 de Toulousains, ce qui fait la qualité de cette ville, c'est avant tout, le fait qu'il y ait le canal du Midi. Donc l'enquête qualitative va quand même me permettre de passer au-delà de ces biais. Et alors pour soutenir un peu plus la démarche, parce que souvent, c'est un angle mort, c'est quelque chose, qu'on ne pense pas quand on va enquêter, sur le terrain de manière qualitative, c'est qu'en fait, en termes mathématiques, on a à peu près, des fonctionnements qui sont similaires. C'est-à-dire que quand on va faire une enquête, statistique et qui se veut représentative, par exemple par échantillonnage, on va aller regarder, chez 1000 personnes, correspondant à tel et tel critère, ce qu'elles pensent de tel ou tel sujet. Eh bien, quand je fais une enquête qualitative, il va y avoir un peu ce même fonctionnement parce que mon échantillon va être beaucoup plus restreint. Et puis, je vais pouvoir, au bout de 15, 20, 30 entretiens, arriver à une redondance des thèmes et une saturation des thèmes. Et en fait, ce que nous dit Michel Grossetti ici, qui est un statisticien, hein, c'est que, en fait, c'est à peu près le même phénomène qui se passe. Et entre guillemets, si j'arrive à avoir une redondance, une saturation des thèmes, c'est-à-dire on me dit toujours la même chose, hein, pour faire simple, chez 20 professionnels, d'émissions locales, par exemple, je peux estimer que ce sera, le cas pour les 15 000 salariés d'émissions locales. Donc, je vais avoir à peu près ce même effet, qui permet de conférer une légitimité scientifique, et ce n'est pas simplement, entre guillemets, un point de vue. Ce n'est pas simplement, même une enquête journalistique où je vais aller interroger une, deux, trois personnes, clés, sur tel ou tel dispositif, mais je vais vraiment aller chercher de la saturation, et de la redondance des thèmes, dans les entretiens, que j'aurai effectués. Bon, une fois que j'ai un peu, dit tout ceci, balisé un petit peu pourquoi l'enquête qualitative peut être intéressante, hein, au-delà de certaines limites. Concrètement, est-ce qu'un acteur de terrain peut lui-même conduire une enquête qualitative sur son propre travail, sans être jugé partie, pour autant? Donc, je vais vous présenter dans cette deuxième partie concrètement déjà en quoi ça peut consister en se basant sur un exemple, d'une étude portée par, l'Association régionale des missions locales d'Occitanie. Et en même temps, on se posera cette question de, à partir de cet exemple, de finalement, est-ce qu'on peut le faire, c'est-à-dire, bien, être, metteur, enfin mettre en œuvre une action, être un acteur qui met en œuvre des actions et en même temps les étudier, les évaluer sans introduire tout un tas de biais qui font que cette étude ne serait absolument pas crédible. Bien, donc d'abord, avant tout, pour celles et ceux qui ne seraient pas du tout sensibilisés à ce que c'est qu'une enquête qualitative en sciences sociales, hein, c'est vrai que parfois on pense de manière intuitive que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Une fois, j'ai posé la question, enfin de choisir dans un questionnaire à choix multiples à quoi ça correspondait, et j'ai eu de nombreuses réponses qui indiquaient qu'une enquête qualitative servait à mesurer, à étudier la qualité d'une action mise en œuvre.
Bien non, l'enquête qualitative, c'est la méthode qui consiste à passer des entretiens, des observations, etc., pour essayer de comprendre un phénomène social, un fait social, dont un dispositif d'action publique ou d'action sociale, par exemple. Donc très concrètement, je vais vous raconter, donc une étude qu'on a mis en œuvre, avec l'Association régionale des missions locales d'Occitanie, qui a consisté à aller interroger, ce qu'est, la place de la santé mentale des jeunes dans leur parcours vers l'emploi et le rôle des missions locales sur cette santé mentale. Donc pour ce faire, on a conduit un nombre relativement important d'entretiens. Alors, un peu limité, pour vraiment avoir quelque chose de vraiment étayé scientifiquement, mais qui permet quand même d'atteindre une certaine redondance des thèmes, hein, en passant en tout, 17 entretiens avec des professionnels qui accompagnent les jeunes, sur ces questions, qu'ils soient au sein des missions locales ou qu'ils soient partenaires des missions locales et puis un certain nombre d'entretiens avec des jeunes, donc 14, hein, sachant que ce sont des entretiens biographiques, c'est-à-dire des entretiens qui vont durer entre 2 et 3h40 pour le plus long d'entre eux, gros entretiens, pour, revenir sur tout le parcours de vie d'une personne. Bien, donc on a quand même un certain nombre d'informations, même si on se limite ici à 14 entretiens, ce qui est quand même assez lourd. Bien, faire ceci, qu'est-ce que ça me permet, de pouvoir dire ensuite? Eh bien, ça permet de conduire une analyse thématique sur l'ensemble des entretiens collectés, donc qui ont été enregistrés puis retranscrits. Aujourd'hui, il existe des super solutions grâce à l'intelligence artificielle qui font qu'on peut faire retranscrire en moins de temps qu'il n'en fallait avant un entretien enregistré. Et donc, sur lesquels on va plaquer une analyse thématique. C'est-à-dire qu'on va aller regarder, dans ces 40 pages d'entretien, eh bien, tout ce qui est dit, ce qui revient et effectivement ce qui commence à être redondant d'un entretien à l'autre. Tout ceci nous a permis de réaliser une analyse, enfin, d'établir une typologie des parcours d'accompagnement, des jeunes, heu, en articulé avec les problématiques de santé mentale qu'ils pouvaient exprimer. Ça a permis d'ailleurs, par ailleurs, de renforcer, l'idée selon laquelle, la problématique de la santé mentale, est majeure chez les jeunes et notamment très importante chez les jeunes plus vulnérables, dont le public des missions locales. Pour ceux que ça intéresse, je fais une parenthèse ici, sur le fait que l'université de Lorraine, le laboratoire Interpsy de l'université de Lorraine a conduit une grande enquête quantitative pour le coup, pour mesurer la prévalence des problématiques de santé mentale chez les jeunes accompagnés par les missions locales. Et il se trouve qu'un jeune sur deux est sujet à une problématique de santé mentale importante. Donc, c'est un problème très massif. Et donc, nous, avec l'analyse qualitative, on n'a pas pu quantifier ce problème-là. Mais par contre, on a pu dire, eh bien, en fait, il y a 3 types de parcours pour ces jeunes qui ont une problématique de santé mentale. Il y en a un où ils vont être relativement bien suivis, bien accompagnés. Il y en a un autre où, en fait, la problématique va être ignorée, mais les jeunes eux-mêmes ne l'ignorent pas. Et puis, il y a un troisième type de parcours où, en fait, les jeunes ont une problématique, mais elle n'est pas diagnostiquée. Ils l'ignorent, entre guillemets, tout en se pensant rencontrer des difficultés de ce point de vue-là. Et donc, les parcours d'accompagnement vers l'emploi ne sont pas adaptés. Alors, c'est une grosse étude. Tout ceci, pourquoi faire? Eh bien, avoir cette typologie, déjà, ça nous permet de pouvoir mieux cerner le problème, de mieux en discuter avec les acteurs publics qui vont pouvoir nous outiller, nous financer sur tout un tas de dispositifs. Mais même en interne, ça va nous permettre de mettre en place des petites actions qu'on peut mettre en place directement. Par exemple, au niveau des missions locales, savoir que le problème est à ce point-là important et que du coup, parmi cette typologie, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas accompagnés sur ces questions. Ça nous permet de dire il y a un non-recours aux droits et services important pour ces jeunes-là. Donc peut-être qu'en face, on peut mettre en place, on peut généraliser une formation de prévention et de premier secours à la santé mentale qui a été mise en place par le ministère de la Santé et donc peut-être que ce serait intéressant de généraliser cette action. Donc on va pouvoir aller comme ça, par l'enquête qualitative assez lourde et assez fine, aller identifier peut-être potentiellement
bien, en fait, ce qui pose problème dans l'accompagnement des jeunes, ici, des jeunes avec une problématique de santé mentale, et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour mieux les accompagner. Et donc là, ça me fait penser effectivement à ce que Pierre Bourdieu, notamment, hein, pour citer le plus connu d'entre les sociologues français, mais ce que Pierre Bourdieu disait de l'enquête qualitative par rapport à l'enquête quantitative, c'est que l'enquête quantitative permet de montrer quoi et l'enquête qualitative permet de comprendre pourquoi. Et donc effectivement, là, on comprend pourquoi ces jeunes peut-être sont mal accompagnés à ce stade par les missions locales, par ce travail-là, à ces fins d'observation sur le terrain et d'échange avec les acteurs qui sont directement concernés. Bien, maintenant, vous voyez que c'est assez lourd, donc ça pose 2 questions, de mettre en place, cette enquête-là, portée par un acteur, de terrain, lui-même. Les premières voilà, le 1er «risque» entre guillemets, c'est celui donc d'être juge et partie, c'est-à-dire ce risque d'instrumentalisation, de l'étude. C'est-à-dire que bien moi, je travaille pour le réseau des missions locales, je ne vois pas pourquoi je critiquerais le réseau des missions locales ou je remettrais en cause un certain nombre d'actions mises en œuvre par les missions locales, alors que, bien, c'est mon gagne-pain. Donc il y a ce risque, d'instrumentalisation, il y a toujours le risque, de temporalité discordante, c'est-à-dire que moi, mon étude, elle a pris 1 an. Donc entre le moment où le besoin d'étudier sur la question est émis et le moment où on va avoir des informations, fines à ce point-là, il y a beaucoup de temps qui se passe et donc finalement, peut-être que à la fin de l'étude, il est de toute façon pas du tout possible de prendre en compte les constats qui ont été réalisés. Et puis, Sophie Divet nous dit que, être, à la fois acteur ou évaluateur et en même temps chercheur ou, «chargé d'études» entre guillemets, ça rend le travail, d'interrogation des prénotions, c'est-à-dire des hypothèses que je me suis moi-même forgées de mes représentations sociales par rapport à un certain fonctionnement, impossible et donc on ne peut pas sérieusement construire un objet de recherche. Bien, tout ceci pour dire que bien sûr qu'il y a ces risques existent, mais en fait, ce sont aussi des risques qui existent quand on met en place d'autres études sous d'autres formats. Puisqu'ici, les citations que j'ai indiquées, ne portent pas sur une enquête qualitative portée par un acteur de terrain en particulier, mais elle désigne des risques associés justement plutôt à l'évaluation des politiques publiques en général, y compris quand la DARES passe par un appel à projet de recherche. Donc ce sont des risques qui en fait existent dans, toute étude, qui sont mises en œuvre et qui seraient vraiment pas de la recherche entre guillemets «pure», fondamentale, sans aucune commande publique, et sans aucun financement associé. Bien, eh bien, il est possible de minimiser ces risques, y compris lorsque on est un acteur de terrain qui va porter une étude, y compris quand elle est qualitative. Je reviens à ça très, très vite pour partager, 2-3 à mon sens, idées qui permettent, voilà, de minimiser ces risques-là. Eh bien déjà, peut-être que si, le problème, c'est que le financement, va biaiser, les résultats, je peux peut-être essayer de décorréler le financement de l'étude de sa gouvernance. Par exemple, en mettant en place un comité d'orientation dans lequel plusieurs acteurs vont entrer en scène si bien que, bien, si ces acteurs ont une part de décisionnel sur la conduite de l'étude, eh bien, l'acteur qui est financeur de cette étude ne sera pas, aura moins de pouvoir sur l'orientation ou non de cette étude. Il peut aussi y avoir bien, le profil des personnes qui vont mettre en œuvre, l'enquête. Si, je suis sociologue, par exemple, et que je travaille en tant que chargé d'études pour la RML Occitanie, je souhaite quand même garder mon affiliation à mes laboratoires de recherche et donc ceci implique un certain nombre, de respect de chartes éthiques. Ceci implique de respecter ma liberté académique dont je vais faire usage et donc je vais pouvoir tout à fait me sentir en mesure de, plus ou moins critiquer telle ou telles actions qui sont mises en œuvre, y compris par, l'organisme qui me finance. Donc il est toujours possible de réussir, de chercher à minimiser ces risques. Maintenant, 2e élément, «compliqué» entre guillemets, enfin qui peut être, limitant, dans la capacité d'un acteur de terrain à mettre en œuvre
une enquête qualitative pour aller interroger le travail qu'il ou que ses partenaires ou que bref, son champ d'action met en œuvre, bien ça va être la question des ressources et donc la question des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il faut avoir les «compétences» entre guillemets pour pouvoir conduire ce type de travail et financière forcément. Qui dit temps de travail, compétences dit financement. Qu'on fasse appel à un cabinet d'études qui va nous proposer une tarification à la journée entre 900 et 1 300 € selon qu'on a un conseiller junior ou un senior, ou que l'on recrute un chargé d'études, bien sûr, il y a cette question-là qui va se poser. Eh bien, effectivement, cette question se pose, mais à mon sens, bien, pour reprendre l'exemple de l'enquête sur la santé mentale, ça a pris environ, on va dire, un demi ETP sur un an. Donc, c'est quand même «conséquent» entre guillemets, mais il faut peut-être mettre ça en balance avec justement tout un tas d'autres études qui sont conduites, tout un tas d'autres suivis, notamment par les indicateurs dont je parlais tout à l'heure en introduction, ces indicateurs de suivi qu'on va essayer de mettre en musique et d'interpréter, et cetera. Tout ça demande énormément de ressources financières également. Donc peut-être que, voilà, c'est pas inintéressant de se dire que, eh bien, peut-être que ça vaut le coup quand même d'aller sur de l'enquête qualitative. Ensuite, la question de la ressource humaine et de la compétence, à mon sens, quand on sort de bac+5, globalement, quand on a fait des études de sciences sociales, on a été sensibilisé à ce type d'enquête. On a tous eu, pour ceux qui ont fait ces parcours-là, eu des TD de méthodologie d'enquête quantitative et qualitative qu'on a pu remettre ensuite en œuvre ou pas dans des expériences professionnelles. Et à mon sens, on est tout à fait en capacité de monter en compétence sur ce champ-là. Et puis, il existe de toute façon tout un tas aussi, si on veut aller beaucoup plus loin dans la démarche, il est tout à fait possible de recruter quelqu'un qui a passé un doctorat sur le sujet. Donc, il est à mon sens possible de pouvoir recruter ou faire monter en compétence en interne des personnes qui vont ensuite pouvoir aller conduire ce type d'enquête-là. Et c'est effectivement ce qui se passe, à mon sens, de plus en plus par un certain nombre d'acteurs de l'action sociale ou de l'action publique, hein, de manière plus générale, puisqu'on peut mentionner, eh bien, du coup, l'association régionale des missions locales qui a mis en œuvre un observatoire, mais aussi des missions locales qui commencent à monter des choses sur le sujet. Je pense à celle de Montpellier, celle de Toulouse, qui ont conduit un travail d'enquête pour faire le point sur tel ou tel sujet au sein de leur propre mission locale. Je pense aussi à l'observatoire qui a été mis en place par le SIAO. Je crois qu'il y a des membres du SIAO dans l'Assemblée. Le SIAO de l'Hérault avec justement le recrutement d'une personne qui a réalisé une thèse. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs comme ça qui commencent, en tout cas peut-être plus qu'avant, même si là c'est une intuition, hein, c'est pas objectivé comme analyse, mais qui commencent à se saisir de ces sujets d'enquête-là et qui commencent à conduire en interne, à porter en interne des études. Et puis quand même, pour finir sur l'avantage que c'est d'être, à mon sens, un acteur de terrain et de conduire soi-même ou de porter une enquête qualitative ou quantitative, mais là, on va dire qualitative, sur des actions qu'on met en œuvre ou sur des sujets qui nous concernent, c'est que par rapport à une des limites de l'évaluation des politiques publiques qui était que finalement l'évaluation est peu prise en compte, entre guillemets, dans la décision de mettre en œuvre ou pas tel ou tel dispositif, là, peut-être que le lien est beaucoup plus facilement fait. Pourquoi? Parce que bien la personne qui va conduire l'étude, elle est beaucoup plus accessible, elle est en interne, il va pouvoir y avoir des échanges. L'acteur qui met en œuvre l'action va peut-être beaucoup plus facilement pouvoir s'emparer de l'étude qui a été conduite et vice versa. Il va y avoir un travail peut-être beaucoup plus main dans la main entre ceux qui mettent en œuvre et ceux qui étudient. Et à mon sens, toute la plus-value est là. Et c'est là où l'immersion, pour répondre à la question posée par le titre, où l'immersion, entre guillemets, est très intéressante, c'est-à-dire l'immersion d'un chargé d'études, d'un chercheur au sein d'une équipe qui met en œuvre des actions parce que il va y avoir justement cette imbrication qui est possible là.
Et donc, on a vu que est-ce que cette imbrication était forcément empêcher l'impartialité d'un travail? Eh bien, ça dépend. Ça dépend et justement, ce serait à mon sens, réducteur de dire que parce qu'il y a immersion, il y a forcément biais dans le travail d'étude qui va être conduit. Donc pour conclure, cette intervention, qui est plus longue que ce que j'avais initialement prévu, merci pour votre patience. Mais à mon sens, enquêter, c'est toujours intéressant, que ce soit de manière quantitative ou qualitative, c'est toujours intéressant pour un acteur de terrain parce que si on n'enquête pas, on va se limiter souvent à quelques indicateurs quantitatifs qui existent. Nombreux sont les acteurs de l'action publique, hein, qui ont des systèmes d'information qui va mesurer tout un tas, d'éléments et si on se limite à ces indicateurs, finalement, à mon sens, on n'est pas en capacité de produire une analyse fine de l'action et de son efficacité. On va pouvoir en plus aller objectiver une action qu'on met en œuvre, un dispositif qu'on met en œuvre et le représenter, c'est-à-dire s'appuyer sur l'enquête qu'on a mis en œuvre dans nos échanges, dans les échanges qu'on a avec nos partenaires, financiers ou non. On va pouvoir essayer d'améliorer son action, par exemple en mettant en place une formation, pour reprendre l'expérience de l'ARML Occitanie sur la question de la santé mentale. On va pouvoir monter en connaissance en tant qu'acteur, soi-même, ses équipes, et donc, comme je le disais tout à l'heure, ne pas se limiter à des données quantitatives de seconde main pour évaluer son action. Je vous remercie beaucoup. Vous avez compris que c'était un peu un plaidoyer pour porter en interne des enquêtes qualitatives. Ceci ne veut pas dire que je trouve le reste inintéressant, mais complémentaire. Et souvent, l'enquête qualitative est un peu oubliée quand on se pose la question d'étudier un sujet. Merci Adrien pour ce plaidoyer. J'enchaîne tout de suite sur la remarque de Sébastien Carrier de l'ARCEA, donc de l'Association régionale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, qui dit: «Si je peux me permettre», vous pouvez vous permettre, monsieur, sans aucun problème. Il existe depuis de nombreuses années maintenant des recherches actions collaboratives et ou participatives qui permettent de croiser non seulement les méthodes qualitatives, quantitatives, hypothético-déductives, inductives, mais aussi les savoirs académiques, professionnels et expérientiels. Nous travaillons d'ailleurs actuellement avec Michel Grossetti sur 2 recherches de ce type. Et j'ajoute pour ma part, est-ce que ce n'est pas justement une réflexion intéressante pour minimiser les risques, minimiser les biais? Ah bah, complètement, complètement et effectivement, les recherches actions, participatives qui sont mises en œuvre, si vous avez l'opportunité de pouvoir en faire partie, ben, tant mieux et tout à fait, ça permet de limiter, les biais que j'ai pu évoquer, notamment parce que, bien, il y a aussi un acteur universitaire qui est central dans la conduite, de la recherche. Merci Adrien Lucinchi. Merci Merci beaucoup, au revoir. toutes celles et ceux que je ne vois pas. Au revoir.